Bonjour à tous, nous vous proposons cet après-midi d'écouter la discussion générale sur une proposition de loi sur l'application des normes. Cette proposition a été déposée conjointement par Jean-Pierre Sueur, le président socialiste de la Commission des lois, ici au Sénat, et la sénatrice Jacqueline Gouraud. Ce texte fait suite aux États généraux de la démocratie territoriale organisés l'année dernière sous l'égide du président du Sénat. Et la proposition de loi crée un Conseil national d'évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales. Voilà, tout de suite, direction l'hémicycle. L'ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture de la proposition de loi portant création d'un Conseil national d'évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics et de la proposition de loi organique tendant à joindre les avis rendus par le Conseil national d'évaluation des normes au projet de loi relatif aux collectivités territoriales et à leurs groupements, présenté par Mme Jacqueline Gouraud et Monsieur le Président Jean-Pierre Sueur. La conférence des présidents a décidé que ces deux textes feraient l'objet d'une discussion générale commune. Dans la discussion générale commune, la parole est à Madame Anne-Marie Escoffier, ministre chargée de la décentralisation. Vous avez la parole, Madame la ministre. Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, s'il y a une proposition de loi dont chacun aspire à ce qu'elle soit adoptée dans les meilleures conditions, c'est bien celle qui revient auprès de vous cet après-midi. La simplification des normes, la chasse aux normes inutiles, obsolètes, coûteuses, le refus de normes nouvelles, sans que viennent en contrepartie des suppressions de normes. Tout cela est bon sens, pur bon sens, réclamé depuis longtemps par l'ensemble des élus locaux, sur qui pèse une charge insupportable. Voilà plusieurs années qu'inlassablement, vous avez été nombreux parlementaires à vouloir trouver des voies de solution, à imaginer des dispositifs simplificateurs. Je ne peux passer sous silence ici les initiatives prises par plusieurs d'entre vous, Claude Belot, Éric Doligé, et plus récemment, Jacqueline Gouraud et le président de la Commission des lois, Jean-Pierre Sueur. Leur démarche venait répondre à l'engagement pris par le président de la République aux États généraux de la démocratie locale, rappelez-vous le 5 octobre 2012, il y a à peine plus d'un an, on va peut-être fêter aujourd'hui ou presque un anniversaire, un premier anniversaire, donc l'engagement a été pris par le président de la République de tordre enfin le cou à la propension qui est la nôtre de toujours imaginer des contraintes pour nous sécuriser, parfois même contre l'improbable. La proposition de loi qui revient en deuxième lecture auprès de vous cet après-midi et qui avait été votée à l'unanimité, vous vous en rappelez, avec une abstention le 28 janvier 2013, a cheminé en même temps qu'était élaboré le rapport de deux chasseurs de normes, Alain Lambert et Jean-Claude Boulard, qui ont remis leur rapport le 26 mars 2013, et qu'intervenaient successivement plusieurs recommandations du Premier ministre. Recommandations de simplification, circulaire du 9 février 2013, d'interprétation facilitatrice, circulaire du 2 avril 2013, de substitution d'une norme créée à une norme supprimée, circulaire du 18 juillet 2013, consécutive à un comité interministériel de modernisation de l'action publique. La volonté de tous, gouvernement et parlementaires, est de simplifier. Simplifier ce qui, au cours des années, s'est accumulé, a pris un tel embonpoint qu'il n'entre même plus dans son costume législatif. Alors, comment ne pas souscrire à ce long et patient travail que vous avez construit les uns les autres en l'enrichissant de vos réflexions, de votre expérience, de votre bon sens? Le gouvernement y souscrit pour sa part, qui a choisi la voie droite pour y parvenir. La voie de l'efficacité et de la rapidité que vous proposez avec un texte qui a recueilli l'accord unanime de vos collègues de l'Assemblée nationale le 19 septembre dernier.
un accord sur un texte, certes amendé, mais dans le droit fil de vos propres recommandations et interventions. Un texte qui revient vers vous, porteur, à votre initiative, d'un Conseil national d'évaluation des normes, dont le rôle est bien celui d'un guetteur, d'un veilleur, garant de l'application raisonnée des contraintes qui s'imposent aux collectivités locales et à leurs établissements publics. Un Conseil national qui donne toute initiative aux parlementaires et aux élus locaux dans la diversité de la représentation des territoires. Un Conseil national consulté sur tous les sujets ayant un impact technique et financier sur les collectivités et leurs établissements publics, que ces sujets soient inscrits dans un projet de loi, dans un projet d'acte de l'Union européenne, voire dans une proposition de loi. En plein accord avec ma collègue Valérie Fournéron, ministre des Sports, le gouvernement a fait adopter un amendement d'articulation entre le Conseil national d'évaluation des normes et la commission d'examen des règlements fédéraux applicables aux équipements sportifs afin d'améliorer un dispositif insuffisamment encadré. Je ne saurais terminer cette brève intervention sans relever la perspicacité des auteurs de cette proposition qui ont indiqué, à l'issue des travaux de l'Assemblée nationale, l'imperfection qu'il fallait corriger de la possibilité qui aurait été laissée au gouvernement de ne pas consulter le Conseil national d'évaluation des normes sur les projets de loi. Imperfection corrigée dans la proposition de loi organique examinée conjointement. Le gouvernement, face à ces deux propositions, qui confortent sa détermination à réduire la logorrhée normative, à couper les branches de l'arbre à palabre, ne peut que saluer le travail de fond, travail constructif, auquel vous vous êtes unanimement attelés. Il salue un texte dont il est sûr qu'il restera comme un texte fondateur, de bon sens, d'équilibre entre les indispensables normes protectrices du citoyen, des collectivités territoriales et celles excessives. Je ferai mienne la conclusion des deux auteurs du rapport que j'évoquais il y a quelques minutes, Alain Lambert et Jean-Claude Boulard, en disant que ce texte secoue notre droit pour nous redonner les droits d'agir. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Alain Richard, rapporteur de la Commission des lois. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous repartons pour cette seconde lecture qui, je l'espère, sera conclusive, d'une excellente base puisque nous avons nous-mêmes au Sénat en première lecture bien complété et amélioré, perfectionné ce projet de loi, cette proposition de loi travaillée au départ par nos collègues et amis, Madame Gourault et le Président Sueur, eux-mêmes en réalité porteurs d'une recommandation venue des États généraux. Nous avions donc déjà ce large accord et un travail qui était assez bien avancé, et nos amis de l'Assemblée, avec la ministre l'a fait remarquer, cette petite hésitation sur le lieu d'insertion du texte, nous renvoie à un texte dans lequel qu'ils ont adopté à l'unanimité, donc nous sommes dans de bonnes conditions préparatoires et avec quelques modifications que nous pouvons sans difficulté approuver. Je vais vous les résumer brièvement. L'Assemblée a fait évoluer, à peu près dans le même cadre que le nôtre, la composition du Conseil national avec un équilibre entre les différents niveaux de collectivités représentées en dehors des représentants de l'État, soit représentants de l'exécutif, soit parlementaires, et du fait que nous avons pu nous concerter avec le rapporteur de l'Assemblée de manière à arriver le plus possible à des positions communes, ils ont bien voulu prévoir que, bien entendu, ces représentants des collectivités territoriales comporteraient parmi eux un certain nombre de représentants des exécutifs, soit des présidents ou vice-présidents de région ou maires adjoints, mais avec une définition suffisamment large pour ne pas contraindre le Conseil national à n'accueillir que des élus déjà fort chargés
de mandat. Donc je pense que nous aurons de bonnes conditions de disponibilité des nouveaux membres du Conseil national. Le rapporteur a par ailleurs fait adopter le souhait, enfin l'obligation plus exactement, que la composition du Conseil national soit paritaire et il a proposé une durée de mandat de 3 ans de manière à ce qu'en fonction du déroulement du mandat électif des intéressés, des gens plus ou moins disponibles puissent se relayer. Sur les compétences du Conseil national, il y a eu peu de rectifications, mais l'Assemblée a été amenée à retirer la proposition que je vous avais faite et dont je reconnais qu'elle était encore incertaine, de permettre au Conseil national de se prononcer sur les amendements en cours de discussion parlementaire, parce que les collègues députés ont été impressionnés par le risque que cette consultation à chaud, en quelque sorte, du Conseil national pendant une discussion parlementaire, alors que nous savons tous que nous pouvons, les uns et les autres, et le gouvernement le premier, déposer des amendements pour un examen très, très imminent. Donc il a paru à l'Assemblée que la combinaison entre cette procédure consultative et le déroulement de la vie parlementaire était peu praticable. Je vous propose en effet d'y renoncer. Ce que j'ajoute simplement, c'est que lorsque, et ça se produit rarement, mais ça peut se produire, un amendement à l'issue, pour essayer de tirer la synthèse d'une discussion législative complexe, peut représenter une charge normative nouvelle importante, rien n'interdira à son auteur, et notamment si c'est le gouvernement, de consulter volontairement, sans obligation, le Conseil national pour en avoir le cœur net, entre guillemets, pour avoir la vision des meilleurs experts pour savoir si le dispositif proposé est praticable. Donc il me semble qu'on peut faire accord sur cette renonciation. En ce qui concerne, j'ajoute une chose, nous avons un peu hésité, le texte était imparfait, en ce qui concerne la cause juridique de saisine d'un texte. Nous avons opté, l'Assemblée a opté pour l'expression un texte qui présente un impact technique et financier pour les collectivités territoriales. Ce sont ces textes-là qui devront obligatoirement être soumis, à faute d'irrégularité, au Conseil national. Je souhaite exprimer, en m'apesantissant un peu, que lorsque nous écrivons un impact technique et financier, ça ne signifie pas que chaque disposition doit avoir un impact à la fois technique et financier, mais que sur l'ensemble du texte, on doit constater qu'il y a soit un impact technique dans certaines dispositions, soit un impact financier dans d'autres. Donc ça n'est pas cumulatif. Et c'est donc les conditions de saisine les plus larges. Et je crois qu'il y avait accord, en particulier, avec les services du gouvernement qui suivaient l'élaboration du texte. Les conditions de saisine, on peut changer. Toutefois, l'Assemblée n'a pas retenu la saisine possible par un président de groupe parlementaire parce qu'ils ont considéré qu'il y avait suffisamment de possibilités, soit pour les parlementaires eux-mêmes, soit pour les différentes formations politiques qui seront toutes représentées à l'intérieur du Conseil national, de faire appel à celui-ci sans avoir à demander l'autorisation à un partenaire politique. Les conditions de procédure du Conseil national ont fait également l'objet de quelques modifications. De même, la règle de publicité, l'Assemblée a relevé à juste titre que notre exigence que la publicité se fasse par l'insertion au journal officiel était un peu datée, puisque aujourd'hui la publicité de prise de position d'un service ou d'une institution administrative peut se passer par de multiples autres canaux, et l'essentiel est que le public ou les publics intéressés connaissent en temps utile les avis du Conseil national. Et puis, encore deux choses. L'Assemblée a été plus rigoureuse que nous, et à mon avis à juste titre, en disant nous sommes d'accord, puisque le Conseil national va être mis maintenant à côté du Comité des finances locales et plus en son sein. Donc nous avions autorisé le Conseil national à voter son propre budget et à se donner des ressources prises sur la masse de la DGF, parce que nous savions bien que ses membres en feraient un usage on ne peut plus modéré. L'Assemblée était plus rigoureuse en disant écoutez, seul le Comité des finances locales a un droit, évidemment lié à sa mission même, d'opérer un prélèvement pour son fonctionnement au sein de la masse de la DGF. Donc, s'il y a besoin de ressources propres
pour le Conseil national d'évaluation des normes, eh bien, ce sera le comité des finances locales qui l'approuvera. Je crois que c'était plus cohérent que notre position. Enfin, dernière modification significative, c'est un sujet dont nous avons les uns et les autres beaucoup parlé, en ce qui concerne les normes sportives, comme l'a dit Madame la Ministre à l'instant, un décret a instauré une procédure spécifique et assez protectrice, à notre avis, des préoccupations des collectivités territoriales, un décret du 4 avril 2013 qui prévoit donc que les représentants des collectivités territoriales au sein du Conseil national du sport pourront s'adresser au Conseil national d'évaluation des normes pour s'assurer du caractère acceptable ou non d'une norme sportive. Donc nous avons satisfaction par cette nouvelle procédure. L'Assemblée en a tiré les conséquences sur la proposition du gouvernement. Voilà donc tous les motifs qui ont conduit, sur ma proposition, la commission des lois à prévoir l'adoption conforme de cette proposition de loi, si bien qu'il n'y aurait plus qu'à procéder aux formalités pour son entrée en vigueur. Il y avait donc, comme la ministre l'a également très judicieusement rappelé, une petite faiblesse juridique dans le fait que l'approbation ou non par le Conseil national d'un projet de loi n'était pas rigoureusement attachée à l'adoption de ce projet de loi par le gouvernement puis par les assemblées. Et donc, c'est la raison pour laquelle les deux auteurs de la proposition de loi ont bien voulu, après le débat de première instance, déposer une proposition de loi organique qui se borne à prévoir que dans l'étude d'impact, laquelle, en vertu de la loi organique de 2009, doit figurer dans le dossier du projet de loi adopté par le Conseil des ministres et par le Conseil d'État, et bien que dans ce dossier d'évaluation, de l'étude d'impact exactement, figure l'avis du Conseil national d'évaluation des normes. Cette loi de 2009 est une loi organique, il fallait donc une proposition de loi organique pour la compléter de ces quelques mots. C'est donc celle qui sera également soumise à votre vote à l'instant. La Commission lui a bien sûr donné un avis favorable. Je termine, mes chers collègues et Madame la Ministre, en soulignant que c'est un travail que nous avons mené en collaboration particulièrement agréable et constructive avec le gouvernement, car pendant que nous travaillions nous-mêmes à la suite de beaucoup de doléances de nos mandants et beaucoup d'expériences difficiles sur la surcharge législative, le gouvernement faisait son propre parcours et il faut souligner en particulier l'engagement personnel très fort du Premier ministre sur ce sujet, qu'il a manifesté sous diverses formes. Nous avons des ministres qui sont tout à fait convaincus du bien fondé de ce projet, un Premier ministre qui a d'ailleurs spécifiquement organisé la structure actuelle du secrétariat général du gouvernement pour que nous ayons au sein de la matrice de la production juridique de l'État des partenaires dédiés à cette recherche de simplification. Donc je crois que nous partons sous de bons auspices. Il me reste simplement, puisque je parlais du rôle du gouvernement et de sa bénévolence, à ce que, évidemment, le décret en Conseil d'État dont nous avons besoin pour l'entrée en vigueur définitive du Conseil national de l'évolution des normes ne nous fasse pas trop attendre, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le rapporteur. La parole est à Madame Jacqueline Gourault, co-auteure de la proposition de loi organique. Bonjour, Monsieur le Président. Comment ça va ? Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues, la proposition de loi donc portant création d'un Conseil national d'évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics arrive au Sénat pour sa deuxième lecture, après des ajustements en première lecture au Sénat et à l'Assemblée nationale que vient de détailler le rapporteur. Inutile de dire que c'est une grande satisfaction, Madame la Ministre, que de voir aujourd'hui cette lecture sur cette PPL que j'ai eu l'honneur de déposer avec le président de la Commission des lois. Et j'espère, je le dis d'emblée, que mes collègues voteront conforme ces lois, puisque ceci permettra de mettre rapidement en forme
je dirais, ce Conseil national. Je dirais, nous sommes presque en famille, là, hein, on n'est pas très nombreux, mais c'est important parce qu'il y a aussi tous ceux qui ont travaillé sur ce point. Je voudrais saluer ici la présence d'Éric Doligé, qui a fait aussi un important travail relatif à la simplification du fonctionnement des collectivités territoriales. Ces lois ont été votées aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale et le processus législatif doit encore repasser à l'Assemblée nationale pour une deuxième lecture. Merci de tout le travail, puisque tout ce qui a été fait sous la mandature précédente et celle-ci, eh bien, a fait prendre, je dirais, d'une manière générale, conscience de la gravité de la situation. Et vous vous rappelez que l'année dernière, il y a un an, ici aux États généraux du Sénat, des collectivités territoriales, eh bien, ça a été un des points majeurs qui a été discuté avec les élus locaux qui étaient venus ici au Sénat. Pour revenir à notre proposition de loi, si celle-ci a été provisoirement intégrée dans le projet de loi Affirmation des métropoles, dont nous allons débattre d'ailleurs à la suite, elle est soumise de nouveau au vote du Sénat par souci d'efficacité. En effet, si les sénateurs votent conforme ce texte, la loi pourra, comme je l'ai dit tout à l'heure, prendre effet immédiatement. Et je crois que nous avons eu raison d'ailleurs de faire cela, parce que les événements de fin de semaine dernière nous ont montré que, par exemple, au Sénat, le Haut Conseil des territoires avait été passé par pertes et profits. Donc, je crois que nous avons bien fait, Monsieur le Président de la Commission des lois et le rapporteur de la loi Métropole, qui est aussi présent, de faire repasser cette PPL ici, en deuxième lecture, au Sénat. Nous arriverons enfin à la clôture d'une première étape, celle de la volonté de changer notre production normative et de mettre en place un nouveau dispositif de contrôle et d'évaluation des normes. En effet, le Conseil national, j'abrège le nom, hein, est attendu par tout le monde, je dirais par les collectivités locales, par le législateur qui veut voir se mettre en place ce Conseil national, et bien sûr par l'État qui est convaincu de limiter le flux des normes et décidé à faire évoluer ces pratiques et à susciter une mobilisation à toutes les étapes du processus de production des normes. Je souhaite aussi citer dans cette Assemblée M. Alain Lambert et Jean-Claude Boulard, dans le rapport de la mission de lutte contre l'inflation normative, remis le 26 mars dernier, rapport assez décoiffant d'ailleurs, si vous l'avez regardé. Et je voudrais citer quelques phrases du rapport qui sont tout à fait révélatrices. J'ouvre les guillemets, « Le moment est venu de rompre avec une évolution qui conduit à la paralysie. Ce moment est pertinent alors que les moyens financiers des collectivités locales vont diminuer. La préservation de leur marge d'action implique un allègement des charges et des délais normatifs qui leur sont imposés. Le moment est décisif aussi pour les acteurs économiques afin de libérer leurs forces d'initiative, d'innovation et de création de richesses. » Je crois que cette phrase de Jean-Claude Boulard et Alain Lambert est tout à fait révélatrice. On voit d'ailleurs les prémices d'une nouvelle appréhension de la question. L'impact du premier prix des normes absurdes du rapport Lambert-Boulard, en particulier l'arrêté Saucisse, qui est l'arrêté du 30 septembre 2011 définissant l'équilibre nutritionnel en restauration scolaire, a été au fond une image qui a beaucoup frappé. Et j'ai pu constater que le ministère de l'Agriculture a, le 3 septembre, longuement listé tous les bienfaits apportés par la réglementation, avant de rappeler que, conformément aux décisions du comité interministériel pour la modernisation de l'action publique du 2 avril dernier, une évaluation serait à réaliser afin de décider de l'opportunité de la suppression ou de l'allègement de l'ensemble des normes identifiées dans ce rapport. Donc on voit bien là que
l'idée commence à s'installer qu'il faut absolument faire quelque chose. Par ailleurs, le jeudi 18 juillet 2013, le Premier ministre remplace le moratoire sur les normes applicables aux collectivités territoriales, qui s'est révélé peu efficace, par un gel de la réglementation. À compter du 1er septembre, pour toute nouvelle norme, une norme ancienne devra être supprimée ou allégée. Par ailleurs, il limite le nombre et la longueur des circulaires ministérielles. Au-delà de l'institution de ce gel, le Premier ministre a proposé d'améliorer l'évaluation par l'administration de l'impact juridique et financier des projets de textes réglementaires qu'elle élabore. Le pouvoir réglementaire devra donc également respecter un principe de proportionnalité en s'efforçant de laisser des marges de manœuvre pour la mise en œuvre ou prévoir des modalités d'adaptation aux situations particulières. Je cite, bien sûr, là, cette phrase. Enfin, le coût des normes sera rendu public tous les 6 mois et un premier bilan en sera fait au 1er janvier 2014. Je ne vais pas revenir sur la proposition de loi organique ni sur le détail de ce qui a été voté par les députés, puisque le rapporteur vient de le faire très précisément. Je dirais simplement que, pour terminer cette intervention, que la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation que j'ai l'honneur de présider a invité la semaine dernière la commission consultative d'évaluation des normes, la CCEN, l'organisme qui existe actuellement, à tenir l'une de ces réunions chez nous, au Sénat, en notre présence. Nous avons pu mesurer plusieurs choses. Je me tourne vers mon collègue Edmond Hervé, qui était présent. Nous avons pu mesurer que c'était un travail assez fastidieux et qu'il faut, je dirais, des spécialistes et des juristes pour siéger dans ce Conseil. D'autre part, il faut de la disponibilité, mais tout à l'heure, Alain Richard l'a rappelé dans une des mesures qui a été prise. Et puis enfin, je voudrais saluer le travail d'Alain Lambert, parce que je vous assure qu'il fait un énorme travail avec beaucoup de patience, de conviction et d'autorité. Et donc, je voulais le préciser. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que 3 dossiers ont été traités, parmi lesquels la modification d'un arrêté de 2010 sur l'accessibilité des bâtiments d'habitation temporaires ou saisonnières, comme les logements étudiants. Et le gouvernement propose des changements et de dire que seuls 5% de ces bâtiments devraient être accessibles. Bien sûr, la CCEN a donné un avis favorable, et cela va dans le bon sens. Comme quoi, les choses, sur le plan réglementaire, peuvent bouger. Et c'est très important, puisque c'est un sujet, l'accessibilité, qui est beaucoup, je dirais, dans les têtes, puisque l'échéance de 2015 arrive prochainement. Je voudrais aussi signaler enfin que Mme Véraud, directrice chargée de la simplification placée auprès du secrétariat général du gouvernement, nous a présenté la manière dont le gouvernement allait traiter les stocks. Et il est clair que le secrétariat général du gouvernement et la future CNEN vont travailler très étroitement. Ce sera l'outil, bien sûr, pour mettre en place cette simplification des stocks. Mais Mme Véraud a proposé aussi qu'une commission comme la délégation aux collectivités territoriales soit associée à cette étude des stocks. Je crois que c'est très important et M. Boulard et M. Lambert ont d'ailleurs sans cesse soulevé l'idée que le Sénat devait être particulièrement associé à cette démarche, comme le souhaitaient le président du Sénat et le président de la République, vous vous en souvenez, l'année dernière, aux assises. Eh bien, je dirais qu'avec tout ce que je viens de vous dire, je ne peux, mes chers collègues, que souhaiter que vous ayez l'idée de voter conforme ces textes pour que tout se mette en place extrêmement rapidement. Et je crois que c'est attendu par beaucoup d'élus. Vous savez, je suis allée justement samedi matin remplacer Jacques Pélissard, président de l'Association des maires de France, au congrès départemental des maires de la Sarthe.
Eh bien, il y a des sujets dont j'ai beaucoup entendu parler. Il y en a trois. Vous n'allez pas être surpris. Les rythmes scolaires, bien sûr. Le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal. Et troisièmement, les normes. Je vous remercie. Merci, Madame Gourault. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Sueur, président de la Commission des lois. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, beaucoup de collègues et d'élus se sont penchés sur cette question des normes. Et si nous pouvons espérer aboutir cet après-midi au vote d'un texte, je crois qu'il faut rappeler, mais cela a été excellemment bien fait par Madame la Ministre, par Monsieur le rapporteur Alain Richard, par Jacqueline Gourault, présidente de la délégation aux collectivités à l'instant, si bien que je me bornerai à dire que précieux fut l'implication de Jacqueline Gourault après les États généraux dont l'initiative revient à notre président Jean-Pierre Bel, que précieux fut le travail accompli par Alain Lambert, qui a fait des rapports extrêmement précis, je pense au dernier d'entre eux. Il a beaucoup travaillé. À Jean-Claude Boulard aussi, qui a travaillé en lien avec lui-même. À Éric Doligé, qui a présenté une proposition de loi qui était antérieure à la présente proposition de loi, ou plutôt aux présentes propositions de loi et aussi aux États généraux, proposition de loi sur laquelle nous avons travaillé, qui est actuellement à l'Assemblée nationale et qui, je l'espère, reviendra ici de manière à ce qu'elle puisse être adoptée et que l'on dispose d'un ensemble cohérent et riche par rapport à cette question qui est une préoccupation constante des 550 000 élus locaux que compte notre République. La question n'est pas facile et il ne faut pas la simplifier parce que nous avons tous besoin de normes et souvent nous demandons davantage de normes, davantage de règles, davantage de lois, puisque finalement aucune société humaine ne peut bien fonctionner sans règles. Et il y a le moment où l'abondance de normes finit par se retourner contre le désir de règles et aboutit à une sorte de paralysie ou d'embolie. Et on nous demande qu'il y ait moins de normes. Alors, nous sommes dans cet entre-deux, dans ce paradoxe. Et l'une des grandeurs, si je puis dire, de notre mission, et que cela soit dit avec la modestie nécessaire, c'est de faire des lois justes, c'est-à-dire des lois utiles, nécessaires, et non superfétatoires, surabondantes. Et l'une de nos missions est de veiller à ce que les décrets, les arrêtés, les circulaires, puisque notre rôle consiste aussi à contrôler le gouvernement, soient justes, qu'il y en ait suffisamment, qu'elles soient là et qu'elles arrivent à l'heure dite lorsqu'elles sont nécessaires, mais qu'il n'y ait pas d'embolie, de surabondance qui aboutissent à des effets contraires. Donc ce que nous recherchons, c'est la justesse, c'est le bon équilibre, le bon point d'équilibre. À cet égard, nous avons beaucoup travaillé et je dois dire, monsieur le rapporteur l'a dit, que nos collègues députés ont aussi bien travaillé, puisque aujourd'hui notre rapporteur nous propose de voter le texte de l'Assemblée nationale conforme. Et cette bonne coopération avec les députés est précieuse.
J'espère qu'on pourra la voir prospérer à nouveau sur d'autres textes. Je pense à celui dont nous allons parler dans quelques moments, sur les métropoles et l'action publique territoriale. Je vois que M. Van Dierendonck s'est préparé durant les derniers jours pour affronter la dernière partie du débat. C'est vrai que nous sommes heureux, je crois pouvoir le dire, quand nous voyons article après article qu'il va probablement y avoir un texte du Sénat qui permettra un dialogue extrêmement fructueux avec nos collègues de l'Assemblée nationale. Toujours est-il que cette instance, Conseil national d'évaluation des normes, ne sera pas une instance en plus, d'abord parce qu'elle se substitue à une autre qui existe, mais surtout, elle aura un rôle très précieux qui sera de travailler en amont. Non pas protester après, méconnaître au moment où la décision est prise le problème qui se pose, mais anticiper, prévenir en amont, faire en sorte que tout projet de loi passe par le filtre de cette instance, qu'il ne sera pas pléthorique, mais où il y aura des élus locaux, des représentants de l'État qui émettront un avis et qui pourront d'ailleurs solliciter des réécritures du texte. Je pense que c'est une bonne façon de fonctionner. Et je terminerai en soulignant l'importance du second projet de loi que nous avons fait avec Madame, de la seconde proposition de loi que nous avons écrite avec Madame Jacqueline Gourault, suite d'ailleurs à une remarque de notre collègue Alain Richard lors de la lecture précédente. En effet, vous avez fait observer, à très juste titre, que s'il y avait désormais des études d'impact, innovation dont il faudra un jour faire d'ailleurs l'évaluation et le bilan, s'il y a des études d'impact jointes au projet de loi, c'est parce qu'une loi organique a fixé cela conformément à la révision constitutionnelle de 2008. Par conséquent, si l'on veut que les avis de la Commission nationale d'évaluation des normes soient dans le fascicule même où figurera le projet de loi, il faut une loi organique pour simplement énoncer cela. Mais ce faisant, nous posons un acte dont les conséquences seront très loin d'être négligeables. Pourquoi ? Eh bien parce que si la Commission nationale d'évaluation des normes dit voilà, cette idée de telle fédération sportive parfaitement estimable, mais de demander que toutes les installations de tous les terrains homologués dans toutes les communes de France soient revues, à un coût excessif, eu égard à l'intérêt qu'elle présente, eh bien, ce ne sera pas une vague déclaration perdue dans des monceaux de papier. Non. Tous les parlementaires disposeront en même temps que du projet de loi de l'avis motivé de la Commission nationale. Et il sera impossible à un député ou à un sénateur, quel qu'il soit, d'ignorer qu'une instance composée largement d'élus locaux et de représentants de l'État aura considéré que la dépense est excessive eu égard à l'intérêt de la mesure. Nous verrons quelles seront les conséquences de cette innovation, mais je crois que c'est une véritable innovation et que c'est un progrès de méthode pour éviter de pleurer sur les excès des normes. Eh bien, nous prévoyons une mesure très précise, efficace, pour prévenir les excès. Il est toujours mieux d'anticiper que de dénoncer a posteriori. En tout cas, je termine en remerciant toutes celles et tous ceux qui ont bien voulu contribuer depuis les États généraux des collectivités locales et même avant et après à la publication, à l'élaboration plutôt, de ces deux
proposition de loi. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Dans la suite de la discussion générale commune, la parole est à Madame Hélène Lipietz pour le groupe Écologie. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je croyais que le cumul des mandats devait permettre aux collectivités territoriales d'être représentées lorsqu'on parlait d'elles. Or, nous revoilà devant la tentative de limiter l'étranglement des collectivités territoriales par les normes, et nous ne sommes que 12, mais heureusement les meilleurs. En première lecture, les écologistes avaient proposé un amendement demandant qu'à toute norme créée, une autre soit supprimée. La proposition nous revient de l'Assemblée nationale avec une avancée. Le Conseil national d'évaluation des normes pourra se saisir et proposer l'abrogation de normes devenues obsolètes. Mais si j'ai bien compris, le gouvernement pense aller un peu plus loin, si j'ai compris votre discours. C'est une avancée certaine et un espoir de désengorgement des collectivités territoriales. Toutefois, une fois de plus, nous, législateurs, avons raté le coche d'une opportunité peu révolutionnaire pourtant, mais qui aurait été efficace. En effet, l'état des normes est pléthorique à ce jour. Nous en sommes tous d'accord et nous sommes tous d'accord sur l'impératif de diminuer leur nombre et de les simplifier. Mais comment ? Suivre les écologistes qui proposaient de supprimer une norme à chacune créée aurait au moins permis de figer leur nombre. Ne laisser au Conseil que la possibilité de proposer des abrogations n'arrêtera pas l'inflation. Reste donc plus qu'à espérer que le Conseil national prendra à cœur d'abroger le maximum de normes obsolètes. Si j'avais proposé cet amendement, ce n'est pas parce que les normes doivent être normativement renouvelées. J'ai déjà dit mon admiration pour de vieilles lois qui n'ont pas pris une ride, certainement parce qu'elles sont simples, de lecture directe et qu'elles sont adaptables à l'évolution de la société. Je suis donc pour un droit flexible et non pour un droit rigide. Vous remarquerez d'ailleurs que notre président de la commission des lois et notre présidente de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à décentralisation n'ont pas proposé de simplifier le droit, mais de simplifier les normes. Peut-être parce que justement nous ne savons plus créer le droit, trouver la quintessence de la règle minimale commune au jeu sociétal qui nous permettrait de vivre ensemble, de faire société et de faire nation. Nos lois sont trop compliquées, vont trop dans le détail et en jeune parlementaire, je cède à cette manie, tout comme les plus aguerris de notre Assemblée. Mais peut-être parce que nous n'avons plus le temps de faire simple, de faire court, comme disait un de mes rédacteurs en chef corrigeant mes articles. De plus, nous faisons tant de lois que nous-mêmes ne connaissons plus les normes que nous édictons. Ainsi, pour ceux qui ont suivi la saga de mes amendements pollution lumineuse et métropole, savez-vous que ni Monsieur le rapporteur, ni Madame la Ministre ne m'ont donné la bonne réponse. La lutte contre la pollution lumineuse ne relève pas de décret et ne doit pas faire l'objet d'un texte à intervenir. La prévention des nuisances lumineuses relève encore moins d'un détail comme les fientes de pigeons, comme le pensait Monsieur Colomba. Depuis une loi du 12 juillet 2010, prise en application du Grenelle II en son article 173, encore une loi fleuve, codifiée à l'article L. 583-3 de l'environnement, du Code de l'environnement, c'est le maire qui est chargé et je cite, du contrôle du respect des dispositions prévues au 1 de l'article L. 583-2, sauf pour les installations communales définies selon leur puissance lumineuse totale, application, zone et équipement pour lesquels ce contrôle relève de la compétence de l'État. Fermez les guillemets. Les dispositions de l'article L. 583-2 dont je viens vous lire, qui sont juste au-dessus, tiennent sur 10 lignes et renvoient à une partie réglementaire qui, elle, doit tenir sur 10 pages. Enfin, j'exagère. N'aurait-elle pas été plus simple de prévoir que le maire doit respecter et faire respecter une norme maximale d'émissions en luxe par mètre carré ? Cette émission étant fixée par décret, y compris pour sa propre commune, notamment concernant l'éclairage de voirie. Ce pouvoir pouvant faire l'objet, comme je le proposais et le propose toujours dans mes amendements sur la loi de modernisation de l'action publique, d'un chef de filât ou d'une compétence délégable. Et c'est ainsi que je propose la suppression d'une première norme obsolète
tous ces articles L 581, 2 et suivants, que je propose donc la suppression d'une première norme obsolète, moins de 3 ans après sa création, et que je fais gagner du temps à notre Assemblée sur les 260 amendements restant à discuter cet après-midi, ce soir et cette nuit. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Éric Doligé pour le groupe UMP. Monsieur le Président, Madame le Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission des lois et Madame et Monsieur le co-auteur des textes, et chers collègues, d'abord je voudrais dire amicalement à Madame Lipietz que, parce que je voudrais que ce soit quand même rectifié, que le fait de la présence n'est pas lié au cumul ou au non-cumul, sinon je constaterais que tous les membres de votre groupe cumulent, puisqu'ils sont tous absents à part vous. Donc vous voyez comme quoi le cumul n'est pas forcément une raison d'absence et qu'il y a beaucoup de collègues ici qui ont d'autres fonctions et qui sont présents. Bien, donc le texte que nous allons revoir aujourd'hui est un texte fort simple puisqu'il consiste à créer un Conseil national, à définir sa composition et ses missions. Nos collègues Jacqueline Gourault et Jean-Pierre Sueur ont déposé les premiers éléments le 12 novembre 2012, il y a près d'un an, et il a fallu tout ce temps pour qu'ils nous reviennent en deuxième lecture, après avoir été adopté par l'Assemblée nationale avec quelques modifications. Je me permets d'insister sur ce marathon puisqu'il s'agit d'un texte qui porte sur la création d'un Conseil national d'évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics. Nous sommes un certain nombre à chercher par tous les moyens à simplifier. Le président Sarkozy, courant 2011, avait lancé la machine à simplifier. Le président Hollande, à courant 2012, fait part lors des États généraux de sa volonté d'aller vite et il a pris un certain nombre de dispositions. Nous voyons bien que la complexité de notre système ne permet pas de mettre facilement en musique les paroles. La simplification consiste à réduire les délais, à supprimer les textes superflus, à éviter que la contrainte nouvelle soit supérieure à l'avantage retiré, à vérifier si le texte nouveau n'existe pas déjà sous une autre forme au niveau national ou s'il n'est pas supérieur à un texte européen, mais cela consiste également à pouvoir expérimenter sous certaines conditions. Pour obtenir une réponse à ces questions, il faut mettre en place une structure nouvelle qui est un pouvoir certain, mais qui sera malheureusement relatif et il faut que ce pouvoir soit reconnu. Ce cheminement d'une année du présent texte, nous ne sommes pas encore tout à fait au bout du chemin, démontre, s'il en était besoin, la complexité de notre fonctionnement en raison de nos normes administratives résultant de notre Constitution, qui au fil du temps est devenue de plus en plus normative, mais aussi de nos règles internes. Pour des textes majeurs très complexes, tels notre organisation territoriale applicable en 2017, nous travaillons dans l'urgence et pour des textes simples émanant de nos assemblées, nous devons subir le parcours du combattant alors que là, il y a urgence à agir et à simplifier. La raison aurait voulu qu'en 3 mois, une telle proposition qui ne rencontre pas d'obstacle majeur puisse être appliquée. Par ailleurs, pour complexifier un peu la donne, il a été nécessaire de nous soumettre, en procédure accélérée, une PPL organique afin de pouvoir renforcer les avis du Conseil national d'évaluation des normes. Voilà, vous avez pu suivre bien sûr l'examen de la proposition de loi sur l'application des normes aux collectivités locales. Nous y revenons à 19h dans 24 heures Sénat et ce soir à 22h avec Sonia Mabrouk.